D'accord, Alexander. Parlons de la situation en Ukraine. Commençons par les avancées russes dans de nombreuses régions du Donbass. Êtes-vous surpris par la rapidité de ces avancées et la manière dont ils capturent des villages? Les informations que nous recevons suggèrent que les Russes capturent beaucoup de zones sans grande résistance de la part de l'armée ukrainienne. Cela vous surprend-il? Croyez-vous que c'est ce qui se passe? Quelle est votre évaluation de la situation? Cela se passe indiscutablement. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute à ce sujet. Ce n'est pas seulement une question de regarder des cartes et d'obtenir des informations de sources russes. Les Ukrainiens disent la même chose. Lorsque des villes et des villages tombent, ce n'est pas des fausses nouvelles, c'est un fait. Nous avons des photos de la plupart de ces villes, ou presque toutes. Finalement, vous voyez les soldats russes hisser leurs drapeaux. Il ne fait aucun doute que ces derniers mois, il y a eu une augmentation massive du rythme de l'avancée russe. Cela m'a-t-il surpris? Je le dirais ainsi, j'ai remarqué que les choses s'accéléraient autour du 1er mars, soit le mois après la chute d'Avdiivka. Chaque semaine, on pouvait voir les Russes avancer un peu plus vite. Après la chute du village clé d'Ocheretino, l'avance s'est accélérée. Il était clair pour moi qu'une avancée se produisait et qu'elle se produisait rapidement. J'ai été surpris par la rapidité des événements au cours des 3 dernières semaines, qui sont sans précédent à tout moment de cette guerre. La personne qui le décrit le mieux est la députée ukrainienne dissidente, Mariana Bezula. Elle dit qu'ils abandonnent une position fortifiée après l'autre à travers l'Ukraine, sans combattre. Il semble que l'ensemble de l'armée ukrainienne ne fasse que semblant dans de nombreux endroits. Cependant, dans certaines zones, ils se battent encore férocement. Il y a des combats intenses qui continuent dans des endroits comme Chassiv Yar, au nord autour de Siversk, et à Volchansk dans la région de Kharkiv. Les batailles là-bas continuent d'être longues et difficiles, une lutte acharnée que nous avons déjà vue. Cependant, dans d'autres endroits comme Toretsk dans le sud du Donbass et surtout à Pokrovsk, il semble que nous assistions à un effondrement rapide. C'est typique dans les guerres d'usure. Nous avons souvent discuté du fait que dans de telles guerres, les progrès sont très lents pendant longtemps, puis l'effondrement se produit soudainement. Nous assistons à ce type d'effondrement soudain, non pas sur l'ensemble de la ligne de front, mais spécifiquement le long de la plus importante dans le centre du Donbass vers Pokrovsk et dans la ville de Toretsk, qui était censée être fortement fortifiée. Il faut noter que tant les Russes que les Ukrainiens ont pris des mesures qui ont accéléré cet effondrement. Tout d'abord, les Russes ont lancé une opération dans la région de Kharkiv en mai. Nous avons dit à l'époque que c'était en partie destiné à détourner les troupes ukrainiennes du Donbass, ce qui a été le cas. Cela a accéléré l'effondrement dans le Donbass. C'était le plan russe et il a fonctionné. Ensuite, de manière étrange, et je pense que nous avons été parmi les premiers à le dire, les Ukrainiens ont fait quelque chose de similaire à eux-mêmes. Ils ont lancé une offensive à Koursk, apparemment dans l'espoir d'accomplir de nombreuses choses, comme capturer des centrales nucléaires et des installations d'armes nucléaires, mais aussi pour amener les Russes à détourner des troupes du Donbass. Au lieu de cela, ils ont fini par détourner encore plus de leurs propres troupes du Donbass, affaiblissant davantage leur ligne de front. Cela a également accéléré l'effondrement. C'était un acte massif de folie stratégique, ce que l'opération de Koursk s'est avérée être. Nous l'avons dit dès le début, et maintenant nous voyons les résultats.
Oui, tout le monde dit que c'est un échec. Même Sierski lui-même a dit que c'est un échec. Eh bien, les dernières histoires qui circulent, et nous devons être très prudents à leur sujet, suggèrent que lorsqu'il a été informé, il n'en savait rien jusqu'à presque le dernier moment. Zelensky et ses amis américains lui auraient apparemment imposé cela, et il a été tellement choqué qu'il a presque démissionné. Cette histoire se répand, mais nous ne savons pas si elle est vraie. Quoi qu'il en soit, il essaie clairement de se distancer de toute l'affaire maintenant. Mon propre avis est que les jours de Sierski sont comptés. Il va être la prochaine victime de Zelensky. Zelensky va rejeter toute la faute sur Sierski, et Sierski va la rejeter sur Zelensky. Comme George Washington l'a dit un jour célèbrement, la victoire a de nombreux pères, la défaite est orpheline. Oui, Sierski sera facile à éliminer. Il ne sera pas comme Zelensky. Zelensky a été difficile à démettre car il avait beaucoup de soutien dans l'armée et parmi la population ukrainienne. Sierski n'est vraiment apprécié de personne. Donc il sera très facile pour Zelensky de lui faire porter le chapeau, et c'est exactement ce qu'il va faire. Concernant Pokrovsk, est-ce que cela va être comme Avdiivka ou Bakhmut, des zones difficiles à capturer? Ou va-t-il tomber rapidement? Il semble que l'Ukraine commence à fortifier Pokrovsk. La question que je me pose est pourquoi cela se produit si tard. Bakhmut et Avdiivka étaient déjà très bien fortifiés depuis de nombreuses années, remontant à 2014-15. Mais Pokrovsk n'est pas dans cette situation. Il semble que l'Ukraine est en train de la fortifier et d'y amener tout ce qu'elle peut pour la défendre, parce qu'elle en comprend l'importance. Poroshenko a commenté à quel point Pokrovsk est important l'autre jour. Mais est-ce trop peu, trop tard? Ils ont attendu bien trop longtemps. Ils vont mener une sorte de combat à Pokrovsk. Cependant, non seulement ils ont attendu trop longtemps, mais ils ont aussi perdu leur espace opérationnel. Les Russes nettoient tous les villages et villes autour de Pokrovsk à une vitesse fulgurante. Pokrovsk elle-même sera isolée très rapidement. Les troupes qu'ils envoient pour essayer de garnir Pokrovsk ne sont pas les forces d'élite qu'ils ont utilisées à Bakhmut et Avdiivka. Comme vous l'avez justement mentionné, Bakhmut et Avdiivka avaient été fortifiés sur une période de plusieurs années. Ils faisaient partie des grandes lignes fortifiées que l'Ukraine a créées dans le Donbass, remontant à 2014. Ils essaient de le faire cette fois à la volée. Il est presque impossible de voir comment cela peut être fait efficacement. Il est probable que Pokrovsk, qui est un endroit plus grand que certains de ces autres lieux capturés par les Russes, sera difficile à tenir. Par exemple, Soledar comptait environ 20 000 habitants et Novorodivka environ 17 000. Il a fallu quelques jours seulement aux Russes pour capturer ces endroits. Mirnograd est apparemment en train d'être pris d'assaut par les Russes, mais Pokrovsk compte environ 50 000 habitants et est assez développé. Ils peuvent le tenir pendant un certain temps, peut-être quelques semaines, mais je pense pas que cela prendra très longtemps aux Russes pour percer. Les Russes sont positionnés tout autour de l'est et du sud de Pokrovsk. Ils capturent de plus en plus d'endroits et sont en mesure de cibler les routes et les lignes de chemin de fer vers Pokrovsk lui-même. Donc, il va être difficile de maintenir les approvisionnements envoyés à cette ville. Les Russes, et c'est important de le comprendre, sont maintenant en train de capturer Selidovo et ont capturé un endroit appelé Karlovka, qui est un village apparemment tombé ce matin. Une autoroute majeure en Ukraine mène vers Pokrovsk, la reliant au centre urbain et logistique majeur du Donbass,
qui est la ville de Donetsk. Cela résout tous les problèmes logistiques que les Russes auraient pu avoir dans cette région. La logistique pour une offensive russe sur Pokrovsk est beaucoup plus facile qu'elle ne l'était à Bakhmut et Avdiivka. Les Russes peuvent envoyer des renforts, des fournitures, des obus et d'autres nécessités très rapidement le long de cette route principale qui est maintenant solidement sous leur contrôle. Je crois qu'il sera très difficile de tenir Pokrovsk longtemps. Je pense que les Ukrainiens en sont conscients. Il y a beaucoup de discours courageux sur la défense de Pokrovsk, avec Zelensky parlant d'en faire un second Bakhmut. Il est important de se rappeler que Bakhmut lui-même est finalement tombé. Les combats à l'intérieur de Bakhmut ont commencé vers le 18 février 2023 et la ville est tombée en mai 2023. Donc nous parlons de quelques mois de combat. Et j'aurais pensé que ça prendrait probablement au maximum environ ce laps de temps avec Pokrovsk, qui est en fait un endroit plus petit que Bakhmut, moins bien défendu, et les Russes sont beaucoup plus forts maintenant. Oui, et une grande partie des combats pour Bakhmut consistait à se mettre en position pour lancer une attaque. La plupart du temps était consacré à atteindre la zone où ils pouvaient réellement commencer l'assaut. C'est la même chose qu'avec Avdiivka, Mariupol et tous ces autres endroits. Au moment où les Russes atteignent la ville et commencent des opérations contre elle, la ville est presque déjà détruite et pour toute fin pratique, perdue. Chaque fois que les Russes commencent une opération de prise d'assaut à l'intérieur d'une ville, elle tombe très rapidement. Il y a des combats acharnés, mais il ne faut pas longtemps aux Russes pour la capturer. Ainsi, lorsque Pokrovsk est capturé, cela marque le début de la fin pour la position de l'Ukraine dans le Donbass. C'est l'un des principaux centres d'approvisionnement, sinon le principal. La chute de Pokrovsk entraînerait un déclin rapide pour le régime de Zelensky et l'Ukraine dans le Donbass. Cette situation met en évidence le seul chemin vers la victoire que Zelensky et l'Occident collectif voient. Les rapports indiquent que de nombreux responsables de l'Occident collectif, y compris la CIA et le Pentagone, conseillent à Zelensky que le seul chemin vers la victoire passe par des frappes à longue portée en Russie. Joseph Borrell semble dire la même chose. Il semble que beaucoup commencent à comprendre cela, bien que pas tout le monde. La plupart des gens en Occident commencent à comprendre que s'ils veulent initier des négociations ou provoquer un changement à Moscou, cela pourrait impliquer de lancer des missiles à longue portée en Russie. C'est un pari risqué, mais cela semble être la seule option qu'ils ont. Bien que tout le monde ne soit pas d'accord avec cette approche, beaucoup en Occident commencent à la voir comme leur seule chance. À mon avis, ce serait l'Occident collectif attaquant la Russie, pas seulement l'Ukraine. Je crois que c'est là que des problèmes significatifs pourraient survenir. Absolument. Commençons par dire que si Pokrovsk tombe, cela marque le début de la fin pour la bataille du Donbass. Si le Donbass tombe complètement sous contrôle russe, cela signale la fin de la présence ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. Tout l'est de l'Ukraine, à l'est du Dniepr, deviendrait indéfendable. Ce qui reste de la région de Zaporizhia tomberait rapidement sous contrôle russe. Les Ukrainiens pourraient essayer de défendre des endroits comme Kharkiv et la région de Sumy, mais il semble très difficile pour eux de s'y maintenir longtemps non plus. Nous serions face à une situation où l'ensemble de l'Est de l'Ukraine, à l'Est du Dniepr, qui représente 40% du pays en termes de territoire,
et environ 60% en termes de PIB avant la guerre, est passé sous contrôle russe. C'est un moment décisif. Maintenant, parlons des missiles à longue portée. C'est probablement ce qu'ils vont faire, mais c'est un calcul né du désespoir, car il n'y a absolument rien d'autre. Vous avez tout à fait raison de le dire. L'effondrement arrive beaucoup plus vite que les Américains ne l'avaient prévu. Ils espéraient empêcher l'effondrement de se produire avant les élections de novembre, comme nous en avons discuté à de nombreuses reprises. Il existe maintenant une réelle possibilité que Pokrovsk tombe avant les élections de novembre, avec tous les problèmes que cela engendrera. Cela pourrait conduire à un effondrement encore plus important à travers le Donbass. Ils sont désespérés et s'accrochent à des chimères. La dernière idée qu'ils ont eue est de lancer des frappes de missiles en profondeur en Russie pour essayer de forcer les Russes à négocier. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Tout d'abord, cela ne va pas atteindre ce qu'ils espèrent. Lancer des frappes de missiles sur la Russie est un acte de pure folie en termes de réaction des Russes, en particulier de la population russe. And I'm talking now about the Russian population are going to respond. They're going to see it as proof that the Americans, the British, the Western powers... Ils vont le voir comme une preuve que les Américains, les Britanniques et les puissances occidentales les attaquent. Cela amènera le peuple russe à conclure une fois pour toutes que l'Occident est un ennemi de la Russie. Cela consolidera la Russie et conduira à des demandes pour que la guerre en Ukraine soit poursuivie jusqu'à ce que tout le pays tombe sous le contrôle russe. De cette façon, il n'y aura plus de territoire ukrainien d'où ces types de missiles peuvent être lancés. En termes strictement militaires, cela aura l'effet inverse de ce que les gens en Occident pensent. Deuxièmement, en ce qui concerne les dommages réels qu'ils peuvent causer aux Russes, certains missiles passeront. Regardez simplement la taille de la Russie. Une campagne de bombardement comme celle que l'Occident a menée dans des endroits comme le Vietnam, la Corée du Nord et l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale est impossible. Lancer quelques missiles sur des cibles proches de la frontière ne fonctionnera pas, car ils ne peuvent pas atteindre l'intérieur profond de la Russie. Même si les Ukrainiens utilisaient des missiles Tomahawk à longue portée, ils auraient du mal à toucher des cibles dans l'Oural ou des endroits similaires. Ils n'en ont tout simplement pas assez. Les taux de production de ces missiles sont très bas. Donc vous ne pouvez pas mener une offensive de bombardement et de missiles à travers la Russie comme celle des guerres occidentales précédentes. Et toutes ces campagnes de bombardement ont échoué. And all of those bombing campaigns failed. Why assume that with a country like Russia... Pourquoi supposer qu'avec un pays comme la Russie, une campagne de bombardement de ce type réussirait, même si c'était possible, ce qui ne l'est pas? Troisièmement, les Russes ont montré à plusieurs reprises qu'ils ont la capacité d'abattre ces missiles. Les puissances occidentales ont lancé missile après missile sur les positions russes en Crimée et dans le Donbass. Les Russes abattent environ 80% à 90% des missiles qui sont lancés. Il est inconcevable qu'il en soit autrement si les missiles étaient lancés plus profondément à l'intérieur de la Russie elle-même. Enfin, en termes de réaction russe, parce que les Russes en viendraient à voir l'Occident comme un ennemi, il faut supposer, et ils ont dit qu'ils le feraient, qu'ils commenceraient à prendre des contre-mesures contre l'Occident. Start to take countermeasures against the West. They will start to provide similar long-range missiles. Ils commenceront à fournir des missiles à longue portée similaires, dont ils possèdent beaucoup plus, avec des capacités bien plus puissantes à d'autres pays et groupes hostiles à l'Occident. Étant donné que nous, en Occident, sommes dispersés à travers le monde, cela rendra notre position stratégique militaire et politique bien plus vulnérable qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Imaginez simplement si les Houthis, par exemple, avaient des missiles russes comme l'Onyx ou le Zircon. Il est même impensable de réfléchir à ce qui se passerait dans ce cas. Mais c'est le scénario que nous provoquons.
C'est une démarche absolument désespérée et complètement imprudente, qui ne peut être que contre-productive. Completely reckless move, which can only be counterproductive. And of course, the last thing is, Et bien sûr, la dernière chose est que l'Occident essaiera de maintenir un certain contrôle sur ses lancements d'armes. Cela confirmera davantage aux Russes que l'Occident est impliqué dans des attaques contre la Russie elle-même. À mesure que la situation en Ukraine évolue vers un effondrement plus concluant, la tentation pour les Ukrainiens et les puissances occidentales de mener des attaques imprudentes augmentera. Ces attaques pourraient non seulement cibler des positions militaires russes, mais aussi des infrastructures civiles russes, des centrales nucléaires et des systèmes radars destinés à protéger la Russie des missiles balistiques américains. Cette tentation augmentera inévitablement si un missile parvient à passer et frappe une centrale nucléaire. if a missile like that gets through and strikes a nuclear power station, maybe it won't do a huge amount of damage. Peut-être que cela ne causera pas une énorme quantité de dégâts. Apparemment, ces sites sont très bien défendus et fortement protégés. Mais vous pouvez imaginer la réaction. Et bien sûr, si, Dieu nous en préserve, il y a un accident nucléaire qui sera blâmé, l'Occident et les Ukrainiens le seront. Cela ne va pas changer les attitudes russes à propos de la guerre. Mais cela signifiera que le monde entier commencera à voir l'Occident comme prêt à s'engager dans ce qui pourrait être perçu comme du terrorisme nucléaire. C'est une idée folle. Cela montre à quel point les gens à Washington, Londres, Bruxelles, Berlin et Paris deviennent désespérés. Ils sont prêts à aller à des extrêmes, même si leur projet ukrainien s'effondre autour d'eux. Oui, ils devraient commencer les négociations. Ils devraient capituler devant la Russie, mais ils ne le feront pas. Nous le savons déjà. Après 3 ans de cela, on finit par comprendre qu'ils sont toujours obsédés par Poutine et par son éviction. Cela reste l'objectif final de tout ce conflit en Ukraine. Il a toujours été question de changement de régime en Russie, et c'est toujours le cas. Vous pouvez le voir en lisant chaque article qu'il publie, simplement en regardant les titres des articles de l'Occident collectif et en écoutant leurs déclarations. Ils sont obsédés par l'idée de destituer cet homme, Poutine. Donc, ma dernière question pour vous est peut-être qu'ils pensent, et c'est une façon étrange de voir les choses, mais j'essaie de me mettre à leur place. J'essaie de penser comme eux. Ils sont tellement obsédés par Poutine. Le retirer pourrait être l'objectif derrière l'approbation des frappes de missiles à longue portée en Russie et la fourniture du ciblage, de la surveillance et des images satellites nécessaires. Ils font beaucoup du travail difficile pour cibler la Russie. Peut-être que leur objectif est de s'assurer que les missiles atteignent leur cible. Apparemment, Yermak apporte une liste de cibles à la Maison-Blanche de Biden. Ils savent que Poutine n'est pas en faveur de l'escalade et qu'il s'est retenu. Is not in favor of escalation. He has been holding back, and that's probably the biggest criticism that Putin faces. Et c'est probablement la plus grande critique à laquelle Poutine est confronté aujourd'hui concernant le conflit en Ukraine. Il a freiné et pris les choses très lentement pour diverses raisons que nous avons expliquées sur cette chaîne à de nombreuses reprises. Il y a seulement quelques semaines, nous avons compris que l'une des forces modérant la réponse de la Russie aux attaques de l'Ukraine est la Chine. La Chine a joué un grand rôle en maintenant l'approche de Poutine modérée face au conflit. Nous comprenons cela maintenant. Mais peut-être pensent-ils que s'ils peuvent attaquer la Russie efficacement, ils amplifieront la critique de Poutine, car il continuera à vouloir aller lentement pendant ce conflit. Ensuite, ils peuvent d'une manière ou d'une autre parvenir à un changement de régime. En d'autres termes, peut-être espèrent-ils que les durs prendront le pouvoir et renverseront Poutine avec ses attaques. Rise up and remove Putin with these attacks. Oh yes, I'm sure they are. I mean, I don't think they care actually. And then they'll deal with the hardliners. Oh oui, je suis sûr qu'ils le sont.
Je ne pense pas qu'ils s'en soucient en fait. Ils s'occuperont des extrémistes par la suite. La perspective semble être que si vous pouvez créer une sorte de crise à Moscou, peu importe qui la dirige, que ce soit un extrémiste ou un modéré. Se débarrasser de Poutine est devenu l'obsession dominante, et il ne regarde pas vraiment au-delà de cela. Pour être honnête, c'est un point que je voulais souligner. J'ai réfléchi à toute cette idée de frappe de missiles. L'un des objectifs pourrait être de cibler directement Poutine, peut-être en lançant des missiles sur le Kremlin ou là où il pense qu'il se trouve. Nous sommes dans ce genre de situation obsessionnelle. Et je suis sûr que l'équipe de sécurité de Poutine envisage cela et discute des moyens de le protéger. Concernant ce que vous avez dit, je pense que c'est absolument correct. Nous avons réalisé 2 programmes très intéressants sur le Durand. L'un était avec John Elmer, où nous avons fait un direct discutant longuement de la manière dont Poutine a freiné. Il y a eu une grande frustration parmi de nombreuses personnes en Russie à ce sujet, avec des demandes pour que Poutine enlève enfin son pied du frein et permette aux choses d'avancer plus rapidement. Donc il y a cette demande. Nous avons également réalisé un programme que vous pouvez trouver sur le Durand avec une interview de Dmitry Polyansky, un diplomate russe très haut placé. Il est le vice-ambassadeur de la Russie à l'ONU. Il a complètement corroboré notre analyse d'il y a environ une semaine, où nous disions que les Russes avaient subi beaucoup de pression au cours des derniers mois de la part de divers alliés. Il n'a pas nommé les Chinois, mais il n'est pas difficile de deviner qu'ils en faisaient partie, ainsi que probablement Orban de Hongrie et Modi d'Inde. Ils ont tous dit qu'une sorte de paix est peut-être nécessaire, et qu'il est temps de s'asseoir pour des négociations. Les Russes ont été profondément sceptiques à ce sujet, mais ils ne veulent pas contrarier leurs amis. Ils ne voulaient pas paraître intransigeants ou obstinés. Donc, ils disaient qu'ils étaient ouverts à l'idée de négociation. Puis, bien sûr, l'opération Kursk a été lancée. Polyansky a déclaré que toute la pression à laquelle les Russes avaient été soumis avait été levée. Toutes ces personnes en Chine, en Inde et en Hongrie qui avaient supposé que les Ukrainiens agissaient de bonne foi en parlant de négociations, ont finalement compris la vérité. Ils ont réalisé que les Russes avaient raison et que les Ukrainiens étaient complètement intransigeants. En conséquence, la pression sur les Russes pour entamer des négociations a disparu. Il a dit cela officiellement dans une interview avec le Durand. Allez simplement la regarder. Tout est là. Maintenant, si c'est vrai, et je n'ai absolument aucun doute que ça l'est, d'ailleurs j'ai lu les médias chinois. Au moment où l'opération Kursk a commencé, ils étaient furieux de ce qui s'était passé. Vous vous souvenez du ministre des Affaires étrangères ukrainien Kuleba? Il est venu en Chine pour parler de paix. Les Chinois ont en quelque sorte suivi, mais ensuite ils ont découvert qu'il les trompait et que ce n'était pas vrai. Les Chinois sont absolument furieux à ce sujet. Modi a accepté d'aller à Kiev, probablement pour discuter de négociations de paix avec les Ukrainiens, et peut-être positionner l'Inde comme un médiateur potentiel. Il est allé à Kiev et a trouvé Zelensky répétant la même vieille rhétorique. Vous savez, tout doit être basé sur sa formule de paix. Les Russes doivent se retirer complètement de l'Ukraine. Il a écourté sa visite et n'est resté que quelques heures, apparemment. Il est retourné en Inde et serait furieux de toute l'affaire de Kursk. Il a été critiqué par d'anciens officiers du service extérieur indien. Nous en avons été informés par un membre indien de notre communauté lors d'un de nos directs hier. Donc cette pression a disparu. Maintenant, pourquoi supposer que cette escalade massive de l'Occident confirmera complètement
tout ce que les Russes ont dit sur la menace que l'Ukraine leur pose et les intentions hostiles de l'Occident. And the hostile intentions of the West. Why assume that that is going to make... Pourquoi supposer que cela rendra ces pays très en colère, moins contrariés envers l'Occident et plus enclins à faire pression sur les Russes? Il est beaucoup plus probable qu'ils concluront que les Russes avaient raison depuis le début. Ils pourraient penser, nous aurions dû écouter Poutine. Il a dit que c'est un danger pour la Russie, une menace existentielle. Il a évidemment raison. Par conséquent, il pourrait décider de lui donner le feu vert. Il pourrait dire, nous comprenons maintenant que vous vous êtes retenu. Nous avons toujours dit que vous aviez raison. Si vous voulez arrêter de vous retenir et avancer plus vite, allez-y et faites-le. Une dernière question. Pensez-vous que Poutine attendra jusqu'à l'élection de novembre pour voir si Trump gagne? Possiblement. Ce n'est qu'une possibilité. Il y a l'aspect militaire de cela. Je suis convaincu que l'armée russe avance selon son propre calendrier depuis un certain temps. Ils avancent très rapidement dans le Donbass. Je me demande s'il est pratique pour eux d'aller plus vite qu'ils ne le font déjà. Ils ont établi leur plan. Voudraient-ils vraiment accélérer leur plan? Prendre Pokrovsk sera une opération difficile, mais ils y parviendront. Ils ont sécurisé la route, ce qui règle leur logistique. Ils ont de bien meilleures troupes. Leur armée s'agrandit et ils ont leur plan opérationnel. Je pense qu'il y a une discussion constante entre les militaires et les dirigeants politiques à Moscou, y compris entre Poutine et l'état-major général. Cela se produit probablement tout le temps. L'élection de novembre est certainement un facteur. Ils pourraient envisager si Trump sera élu. Cependant, je ne pense pas qu'ils accordent beaucoup d'importance à cela. Il y a un argument selon lequel Trump voulait de meilleures relations avec la Russie. Je ne dis pas que les Russes veulent qu'il gagne, mais il a déjà parlé d'améliorer les relations avec la Russie et il semble encore en parler un peu. Pourquoi attendre les élections de novembre? Pourquoi ne pas faire s'effondrer l'Ukraine avant cela? Cela frapperait les démocrates et soutiendrait Trump d'une certaine manière. Donc ce n'est pas une raison de freiner. Au contraire, c'est plutôt une raison d'accélérer. Je ne dis pas que ça va se produire d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est la réflexion. Mais si un désastre se produit en Ukraine, Trump pourrait dire « Regardez, je n'y suis pour rien ». Cela n'a rien à voir avec moi. Les Russes ont gagné. Maintenant, essayons de trouver un accord. Je ne dis pas que ce sont les calculs à Moscou, mais peut-être que certaines personnes parlent ainsi. Oui, c'est parce que Trump a dit qu'il voulait négocier. Certains pensent que Poutine souhaite une fin négociée du conflit, pas seulement une solution militaire. Il veut trouver une solution diplomatique. Donc, avec Trump, qui parle de vouloir négocier et mettre fin au conflit, on pourrait soutenir que la Russie pourrait décider d'attendre et de voir ce qui se passe en novembre. Si Trump gagne, alors il y aura peut-être une opportunité de négocier une fin à la guerre au lieu de poursuivre une solution militaire. C'est l'argument avancé pour une victoire de Trump en novembre, quelque chose que la Maison-Blanche de Biden ne mentionne jamais. Something that the Biden White House never says. They never Absolutely, no, absolutely, and there are people, and going back to Absolument. En revenant au direct que nous avons fait hier avec Helmut, il y a des gens à Moscou qui veulent une sorte de compréhension avec les Américains. Ce courant de pensée existe à Moscou et Poutine l'a parfois partagé. Il a parlé de la nécessité pour la Russie et les États-Unis de parvenir à une sorte de compréhension. Cependant, il existe maintenant un courant de pensée alternatif à Moscou que les événements récents ont renforcé. Des personnes comme Medvedev, peut-être l'armée,
et Lavrov se sont éloignés de la diplomatie. Ils disent tous, regardez, nous avons essayé et essayé. Exactly. They're all saying, look, I mean, you know, we tried and tried and tried. It's never worked. Let's just go on fighting. Ça n'a jamais fonctionné. And then Continuons simplement à nous battre et finissons la guerre. Une fois que nous aurons gagné, ce sera le moment de trouver un accord. Tout accord que nous ferons avec l'Occident, à moins qu'il ne soit soutenu par la force, ne vaudra pas le papier sur lequel il est écrit. Je dois dire que je pense que Poutine s'oriente de plus en plus dans cette direction également. Si l'Occident fait quelque chose d'imprudent, comme autoriser des frappes de missiles sur la Russie, ce groupe de lignes dures, qui est déjà très puissant et plus influent qu'il ne l'était en 2022, deviendra encore plus fort. I think that hardline faction is going to become stronger still. So the diplomatic pressure will be taken away because La pression diplomatique sera levée car des pays comme ceux du Sud global, la Chine et tous les États des BRICS verront que les Russes avaient raison au sujet de la menace posée par l'Occident et l'Ukraine, ainsi que de l'hostilité de l'Occident envers la Russie. Cela éliminera toute retenue. En Russie, toute retenue restante disparaîtra également. Les modérés qui ont plaidé pour une solution diplomatique perdront leur influence. Les frappes de missiles sur la Russie renforceront la position des durs. Donc, si ces frappes de missiles sont destinées à forcer les Russes à négocier, elles auront l'effet inverse, tout comme tout le reste qui a été fait. Les sanctions ont été tentées, comme nous le savons, et l'Ukraine a reçu tous les types d'armes qu'elle souhaite. Tout cela a été essayé à divers moments. Au lieu d'atteindre les objectifs que l'Occident pense réaliser, cela produit l'effet inverse. L'escalade a complètement échoué dans cette guerre. Cependant, des personnes comme Morel et d'autres l'escalade échoue, ils offrent cette escalade échoue, mais ils demandent encore plus d'escalade. All that they ever do is come back and demand still more escalation. Je crois que les frappes de missiles visent à créer une division entre Poutine, qui est un modéré, et les durs. C'est une chance que Poutine soit un modéré. Les frappes visent à retourner les modérés contre lui. Le calcul est que même si des frappes de missiles sont lancées en Russie, Poutine continuera à adopter une approche modérée du conflit. Je pense que c'est sur cela qu'ils parient, mais ils échoueront. Poutine doit prendre en compte de nombreux facteurs, diplomatiques, économiques, BRICS, relations étrangères et l'aspect militaire. La façon dont il gère cette guerre est impressionnante, compte tenu de toutes les forces internes et des oligarques avec lesquels il doit composer. So many considerations dealing with the internal forces, the oligarchs. I mean, he's got a lot of stuff to consider. Je veux dire, il a beaucoup à considérer, mais c'est comme ça que je le vois. Ma dernière question pour vous concerne l'une des grandes révélations des dernières semaines. Les alliés de la Russie ont consulté Poutine pour freiner ce conflit, pour des raisons que je ne comprends pas encore tout à fait. Peut-être pouvez-vous répondre à cela alors que nous terminons la vidéo. J'essaie encore de comprendre pourquoi il est si important pour des pays comme la Chine et l'Inde que la guerre progresse à un rythme plus lent ou qu'elle soit résolue par des moyens diplomatiques plutôt que militaires. Quelle est la raison derrière cela? Quoi qu'il en soit, je vous ai donné beaucoup de sujets à aborder. Donc, vous pouvez terminer la vidéo. Anyway, I gave you a lot to talk about, so you can end the video. Briefly, En bref, concernant la tentative de créer des difficultés entre Poutine et les durs, il y a sans aucun doute un effort. Cependant, les frappes de missiles sont plus susceptibles de transformer Poutine d'un modéré relatif en un dur relatif. C'est important à comprendre. Lancer des frappes de missiles ne persuadera pas Poutine de freiner davantage. Au contraire, cela le poussera probablement à lâcher les freins. C'est un résultat beaucoup plus probable. that is much more likely in terms of what is going to happen. And it is going to much more likely in terms of what
Il est beaucoup plus probable que les divers amis de la Russie acceptent désormais ce que les Russes ont toujours dit. L'Ukraine était une menace, l'Ukraine était un danger, et l'Occident prévoyait d'installer des missiles en Ukraine pour menacer la Russie. Ce scénario est exactement ce dont les durs ont toujours mis en garde et ce dont Poutine lui-même était préoccupé. Comment cela va-t-il le faire rester modéré? How is that going to make him remain a moderate? It's just going to prove to him that the only way... Cela va simplement lui prouver que la seule façon de mettre fin à ce problème est de mener cette guerre jusqu'au bout et que les négociations avec l'Occident et les Ukrainiens sont une idée sans espoir. D'ailleurs, il y a certaines personnes à Washington qui semblent comprendre cela. Il y a des rapports, je pense que c'était dans Politico, selon lesquels certaines personnes s'opposant à l'idée de lancer des frappes contre la Russie disent que si nous faisons cela, nous brûlerons nos ponts avec les Russes une fois pour toutes. Il n'y aura aucun moyen de revenir à un quelconque avenir où nous aurions une relation diplomatique ou civile avec les Russes, même du genre que nous avions pendant la guerre froide. Et je pense que c'est absolument vrai. C'est la première chose à dire. Maintenant, à propos des divers amis de la Russie, la Turquie, l'Inde, la Chine et d'autres. Pourquoi ont-ils été une force de modération? La réponse simple remonte à ce qui s'est passé en février 2022. D'un point de vue global, l'envoi de troupes russes en Ukraine ressemblait à une violation massive du droit international. Cela allait à l'encontre de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et remettait en question l'autorité du gouvernement ukrainien sur son propre territoire. Il y a de nombreuses raisons et explications pour lesquelles les Russes ont estimé qu'ils devaient le faire, que nous avons discuté à de nombreux endroits. Cependant, comme tout avocat vous le dira, lorsque vous devez expliquer, vous avez déjà perdu. Bien que cela ne soit pas strictement vrai dans ce cas, les pays du monde entier étaient ouverts à écouter les explications russes parce qu'ils s'étaient habitués à l'Occident. Néanmoins, les Russes ont dû passer beaucoup de temps à expliquer cela. Et aussi difficile qu'ils aient essayé d'expliquer cela, il est toujours compréhensible que des pays comme l'Inde, par exemple, qui ont leurs propres problèmes sécessionnistes au Cachemire et dans les régions sikhes, et la Chine, qui a des problèmes similaires avec le Tibet et bien sûr Taïwan, soient préoccupés. De nombreux pays à travers le monde prennent les concepts de droit international, d'intégrité territoriale et de souveraineté de l'État extrêmement au sérieux. Ils diraient « Essayons de préserver cela du mieux que nous pouvons en Ukraine en obtenant une sorte de solution négociée au conflit là-bas. » Depuis le début de l'opération militaire spéciale en février 2022, au lieu que l'Occident capitalise sur ses doutes, chaque étape qu'ils ont entreprise a servi à confirmer le cas russe. Cet été, de nombreux pays du Sud global ont pensé que peut-être, enfin, les Ukrainiens et les puissances occidentales revenaient à la raison. Cependant, il s'est avéré qu'ils ne l'étaient pas. Je pense que cela a été un moment absolument crucial dans la guerre. Parce qu'il s'agit de changer le régime de Poutine. Absolument. C'est cette obsession. C'est ce qui les a perdus. Oui. D'accord, nous allons terminer la vidéo ici. Visitez thuranlocals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter X. Et rendez-vous à la boutique Duran pour acheter des articles. Le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous. Take care.